Bonjour Monsieur Gandillon. Bonjour Florian. Bonjour Monsieur Gandillon. Bonjour Blandine. Alors on se retrouve pour l'entretien du mois d'avril 2016 en compagnie de Monsieur André Gandillon, donc rédacteur en chef de la revue Militant, pour répondre à nos questions. Alors le thème abordé aujourd'hui, la France est-elle un sol, un sang et un destin? Première question Monsieur Gandillon, en France, quelle est la grandeur que l'histoire nous a léguée pour héritage? La grandeur que nous a... Eh bien, la France, c'est une communauté de destin unique dans l'histoire mondiale. C'est une des rares nations qui a explicitement reçu des promesses d'éternité. Depuis le baptême de Clovis et le message de Saint-Rémy, la France a un destin à accomplir dans l'histoire en tant que fille aînée de l'Église pour, disons, être une sorte de modèle de peuple et de nation parmi l'ensemble des peuples de la planète. Civilisateur, éducateur. Éducateur. Et cette simple affirmation pourrait être prise comme quelque chose de gratuit, mais nous avons des preuves factuelles, expérimentales si l'on peut dire, ne serait-ce qu'avec Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est quand même un personnage singulier dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde, car jamais dans l'histoire du monde ou dans l'histoire d'une nation est apparue une personne sortie des tréfonds du pays, qui, sans aucune instruction particulière, sans aucune relation particulière, est parvenue à être la personne providentielle qui a sauvé la France de la destruction, de sa disparition en tant que royaume en 1430, au moment où il ne restait plus que la cité d'Orléans à faire tomber, à faire prendre par les Anglais après le désastre de Verneuil, et le petit roi de Bourges, le futur Charles VII, n'avait plus qu'à se retirer on ne sait où. Lorsqu'elle apparaît dans l'histoire, nous connaissons tous la manière dont elle a su reconnaître le dauphin, et ensuite son sens politique très important, de penser à délivrer Orléans, ensuite à faire sacrer le roi Charles VII à Reims. C'est une vision stratégique extrêmement importante, alors que les autres soldats capitaines de l'époque voulaient continuer la guerre et bouter les Anglais hors de France. Non, le sens politique. D'abord, sacrer le roi à Reims, effectivement, pour lui donner la légitimité que ne pouvait pas avoir l'usurpateur anglais, si l'on peut dire. Et ensuite, on se rend compte qu'à travers la manière dont elle a conduit la guerre avec un sens de la stratégie extrêmement fin, extrêmement même novateur pour l'époque, qui a fait même l'objet d'études ces dernières années, en montrant que finalement c'était une des plus grandes stratèges et tacticiennes de toute l'histoire de l'histoire militaire. Ensuite, il faut prendre son procès d'ailleurs qui vient de faire l'objet d'une édition de grande qualité par Maître Trémollet de Villers, et où on se rend compte que finalement que Jeanne est un personnage hors du commun. Durant ce procès, elle parvient à amener les juges sur son propre terrain, et, si on veut dire, elle-même diriger le procès. On apprend énormément de choses dans cet ouvrage remarquable, où on se rend compte que c'était quelqu'un visiblement d'inspiré par quelque chose d'autre qu'un sentiment proprement humain. Il y a d'autres éléments dans cette fameuse prédestination de
de la France. Il y a le message de Parelmonial de 1689, lorsque Sacré-Cœur de Jésus se manifeste à Sœur Marguerite Marie, dans lequel elle explique clairement que si la France ne se consacre pas on n'est pas consacré au cœur de Jésus, elle connaîtra des malheurs. 1689, 1789. Et lorsqu'on regarde tous les développements de l'histoire, si on veut les voir autrement, d'une simple manière factuelle, à partir de cette époque, eh bien, on se rend compte qu'il y a tout un ensemble d'enchaînements totalement improbables qui n'auraient jamais dû se produire, finalement, durant toute cette période. Et on voit bien que la France est allée de Charybde dans Scylla pour tomber progressivement. Et dans ce message, on dit que la France ira jusqu'à l'apostasie, jusqu'au moment où elle se relèvera par promesse d'éternité. Vous avez un autre événement extrêmement important. Je ne parlerai pas de la Salette, mais je parlerai en 1914. En 1914, au moment de la bataille de la Marne, il s'est produit un événement assez particulier que les soldats allemands ont relaté. Très difficilement au début, et ensuite les langues se sont déliées. Lorsqu'ils étaient au nord de Meaux, dans la région de Barcy, alors qu'ils avançaient, ils ont vu dans le ciel une figure qui leur disait « N'allez pas plus loin ». Et c'est relaté même par des prêtres allemands qui avaient été faits prisonniers, par des soldats allemands qui, au moment de mourir, ont déclaré, parce qu'on leur avait fait prêter serment de ne jamais parler de ça sous peine de mort. Et ils ont donc dévoilé le fait, effectivement, ils ont dit qu'une force irrésistible nous empêchait d'avancer. Alors ça n'enlève rien à la valeur de nos soldats, de nos ancêtres, qui se sont battus dans la région. Péguy est mort à quelques kilomètres de là. Mais il y a quand même un certain nombre d'événements qui donnent à la France cette promesse d'éternité. La France éternelle, comme on dit. La France éternelle. Et l'expression un sol, un sang, un destin ou même un ciel, je crois que c'est la formule de Pierre Sinos qui mettait ciel. Un destin et un ciel. Ça explique par ce que vous venez de dire, entre autres choses. Voilà, donc la France, effectivement, a une place particulière dans l'histoire du monde. Je pourrais dire que lorsqu'on regarde l'histoire, même contemporaine, si la France a été le pays par lequel, disons, la rupture historique avec la civilisation est intervenue en 1789, c'est quand même par la France que germent les éléments les plus actifs de rejet de cette parenthèse rationaliste et maçonnique et naturaliste et rationaliste qui date de 1789. Même la déviation de Vatican II, ce n'est pas un Allemand, ce n'est pas un Brésilien, ce n'est pas un Chinois, ce n'est pas un Espagnol qui a réagi, c'est un Français, c'est Monseigneur Lefebvre. C'est Monseigneur Lefebvre. Aujourd'hui, actuellement, même s'il y a un réveil de tous les patriotes et nationalistes en Europe, c'est quand même en France qu'il y a les mouvements, disons, les plus structurés, qui développent les doctrines les plus sûres et les plus fermes. La France et les idées, oui, sont souvent liées. Voilà. Donc on peut penser, et même avoir une certitude, que le monde ancien, traditionnel, a été menacé par la France elle-même, et c'est par la France qu'on retrouvera le chemin de notre civilisation. Et pour nous qui sommes nés un peu au 20e, 21e siècle, au 18e, au 20e, la France est l'État le plus peuplé et le plus puissant. Effectivement, depuis plus de 2 siècles, on constate que finalement cette rupture de la France avec sa tradition, avec le rejet même de ses propres fondements, donc la cassure de 89, la cassure de 1789, a provoqué ce que Pierre Chaunu appelait d'ailleurs le grand déclassement. En 1789, la France était effectivement le pays le plus peuplé d'Europe, qui avait un développement économique qui était tout à fait comparable à celui de l'Angleterre. Nous avions réussi à rétablir une marine qui était la première d'Europe. Et
d'ailleurs, ça s'était vu au moment de la guerre d'indépendance des États-Unis. Et puis, il y a eu la révolution 1789-93 et une cassure totale dans le développement de la France. On voit à cette époque-là, d'ailleurs, les courbes démographiques qui chutent. On voit l'activité économique qui décroche par rapport à l'Angleterre. Et très vite, durant tout le 19, après les 100 jours, malgré le rétablissement qui a été opéré par la Restauration, on voit progressivement la France stagner démographiquement et se développer économiquement de manière assez modérée. Dans le même temps, l'Angleterre passe de 8-10 millions d'habitants à 40 millions d'habitants. Nous étions à 26 millions en 27 millions en 1789. Nous sommes toujours à 30 millions dans les années 1830. Alors évidemment, il y a eu la saignée des guerres napoléoniennes. Mais cela n'explique pas tout. Économiquement, industriellement, la France se fait dépasser dès les années 1860-70 par l'Allemagne. Donc il y a un décrochement permanent de la France. Malgré ça, elle a tout de même rayonné par sa culture et sa langue. Mais la France, effectivement, a rayonné par sa culture, par sa langue, par le renouveau de la foi qui est arrivé dans les années 1830, 1840, tout le 19e siècle. L'immense majorité de tous les missionnaires à travers le monde étaient français. Il y a toujours eu le rayonnement de la France. Mais on a presque l'impression, comme en gros c'est une sorte d'étoile qui est en train de s'éteindre, mais dont le rayonnement continue à se propager à travers l'univers. Vous voyez un petit peu comme c'est... Oui. Voilà. Elle vit un peu dans chaque homme, malgré que l'état politique décideur a lui dégénéré. Quoi. À lui dégénéré. Parce que la France a donné le plus de militaires et de clercs à l'Église aussi. La France a donné le plus de militaires et de clercs à l'Église. Ouais, oui. Et nombre de grands théologiens encore au XIXe siècle étaient français. Monseigneur Freppel. Monseigneur Freppel, oui. Le cardinal Pi. Aussi, oui. Le cardinal Pi qui a encore été... Bon, et même on peut dire que, quand on parle des promesses d'éternité de la France, le pape Saint Pie X avait lui-même dit que la France connaîtrait des difficultés, mais qu'il ne pouvait que s'adresser comme une nation prédestinée. Une nation prédestinée, et comment voulez-vous que le christianisme existe sans la France ? Oui, c'est ça, oui. C'est en substance ce qu'il avait dit dans les années 1905. Mais les grosses erreurs, on ne va pas entrer dans cette histoire-là, mais c'est la politique du ralliement et autre chose. Et voilà. Donc sous Léon XIII. Mais il faut bien voir que la France aujourd'hui est un pays gouverné par un régime qui se dit de France, mais qui en réalité est un régime d'anti-France. Nous y reviendrons peut-être plus tard, mais il faut bien voir les choses. Il ne faut pas se tromper. Alors la France a-t-elle pour origine première une monarchie politique mérovingienne ? La France a émergé en tant que nation, enfin comme peuple, effectivement, avec le baptême de Clovis et puis la dynastie mérovingienne, en ce sens que la dynastie mérovingienne a réussi à entamer le processus de fusion entre le monde gallo-romain et le monde celtique et le monde germanique qui était représenté par les Francs. Voilà. Mais la France, il est bien évident que la France, ce qu'allait devenir la France, qu'on appelait la Gaule, la Gallia, existait depuis bien plus longtemps. Les premiers éléments, disons, qui ont permis à la France d'exister, il faut les faire remonter à l'époque de l'installation des Celtes en Gaule, qui eux-mêmes se sont superposés à des populations préexistantes, notamment les descendants d'aujourd'hui sont les Basques, par exemple. Vous avez toute cette avancée des Cymriques qui se sont installés, qui ont constitué la Gaule, et lorsque César est arrivé, la Gaule était déjà une entité bien constituée, bien réelle et consciente d'elle-même. Autrement, il n'y aurait jamais eu le phénomène d'union réalisé par Vercingétorix.
Alors il est sûr que pendant 3-4 siècles, la Gaule a disparu en tant que telle au sein de l'Empire romain. Mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'après 4 siècles de romanisation, l'entité gauloise réapparaît lorsque l'Empire romain s'effondre. Si vous prenez le royaume de Clovis, le royaume mérovingien, vous retrouvez à peu de choses près la Gaule pré-romaine. Vous retrouvez la Gaule celtique, plus ou moins. Et lorsque vous regardez à travers toutes les vicissitudes qui ont suivi par la suite, notamment le partage de l'Empire de Charlemagne, l'Empire carolingien, au moment du traité de Verdun en 843, eh bien vous voyez que progressivement, à travers notamment la dynastie capétienne, puisque c'est la dynastie capétienne qui, de 904, pendant 8 siècles, a gouverné la France. Ce sera la question d'après d'ailleurs, oui, le développement de la dynastie capétienne. On a développé un territoire qui recouvre encore une fois de plus toute la zone d'attractivité, toute la zone historique gauloise. Alors moins peut-être la Belgique, encore que durant la révolution de 1792, nous ayons annexé toutes ces régions. D'ailleurs, nous aurions même pu les avoir beaucoup plus tôt et les garder peut-être. C'est au moment du traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, lorsque Louis XV, étant vainqueur, a préféré ne pas annexer les Pays-Bas espagnols et les laisser aux Habsbourg, qui étaient les descendants des Espagnols. Il a préféré, dans un esprit d'apaisement, d'union de l'Europe et autres. Je ne pense pas que Louis XIV aurait eu cette magnanimité. Il aurait eu peut-être, à mon avis, un sens politique plus profond. Ça aurait été plus nationaliste finalement que... Oui, parce que lorsque nous avons occupé ces territoires-là après 1792, je peux vous assurer que beaucoup de Belges n'ont pas tellement apprécié l'arrivée des Français. Vous avez eu de nombreux pillages, de nombreuses destructions d'abbayes et autres, qui n'ont pas tellement été appréciés et qui ne le sont toujours pas encore aujourd'hui parmi les Wallons bien instruits et bien formés. Et donc la chose singulière, c'est que la France est un État politique constitué, non sur l'ethnie comme l'Allemagne d'ailleurs, mais plutôt une constitution politique franque qui peut partir de Clovis et le dernier roi mérovingien d'envergure qui est Dagobert. Qui est Dagobert, oui. À partir de la grosse star, si l'on peut dire, de toutes ces monarchies mérovingiennes et même carolingiennes, toutes ces monarchies franques, c'était de considérer le domaine royal comme propriété personnelle, comme propriété de la famille, et évidemment, comme ils avaient le sens, si on peut dire, de l'équité, ils se partageaient leur royaume entre leurs enfants. Donc, ce qui a fait qu'effectivement, il est arrivé qu'entre 1129 et 1639, pour la dernière fois chez les Mérovingiens, la France s'est retrouvée unie sous Dagobert Ier. Et ensuite, après, les divisions ont repris jusqu'au moment où la réunification s'est faite, notamment à partir de Charles Martel et de Pépin le Bref. Des Pépinides qui sont devenus ensuite les Carolingiens. Mais effectivement, la France a... Oui, je voulais me dire. Question suivante. Alors, de quelle manière a pu s'étendre le royaume des Francs ? Le royaume des Francs, à l'origine, les Francs arrivaient par le nord de la Gaule. Ils se sont installés dans la région de Tournai. Là, on a retrouvé la tombe de Chilpéric, le père de Clovis. Et progressivement, ils ont fédéré autour d'eux toutes les populations gallo-romaines qui voulaient se battre, résister aux différentes invasions d'autres peuples germaniques, comme les Burgondes ou autres qui existaient. C'est l'entité du Regnum Francorum. Le Regnum Francorum, le royaume des Francs. Et le roi était d'ailleurs le Rex Francorum avant de devenir, à l'époque de Philippe Auguste, Rex Franciae, c'est-à-dire roi de France. C'est ça. Le processus d'unification et d'union a été assez long.
a été assez long. Mais déjà, à l'époque de Clovis, il y a eu la mainmise sur les Burgondes, sur le royaume burgonde. Ensuite, après la bataille de Vouillé, l'occupation de toute la partie française, enfin aquitaine, du royaume visigothique, qui lui a subsisté jusqu'à l'invasion musulmane au-delà des Pyrénées. Et à partir de là, vous avez cet immense domaine franc qui n'a cessé de subsister. Et la grande particularité, c'est que Clovis, les Francs, par Clovis, ont été les seuls, disons, peuples germaniques, peuples barbares, qui se soient convertis au catholicisme directement. Donc, ce qui a donné à la France une position particulière par rapport aux différents royaumes qui s'étaient installés à la place de la puissance romaine et qui étaient tous des ariens. C'est-à-dire, en gros, l'arianisme, on pourrait dire, c'est très parent avec l'islam, dans la mesure où le Christ apparaît plus comme un prophète que le Fils de Dieu. Que le Fils de Dieu, à la fois Dieu et homme. Et effectivement, le processus d'unification de la France a été assez long. La première véritable manifestation, disons, de l'esprit national français, en gros, c'est à l'époque, le lendemain de la victoire de Bouvines, lorsque Philippe Auguste se fait acclamer partout sur le retour à Paris. C'est en 1204, effectivement, vous voyez, à la même période que l'on est passé du roi des Francs au roi de France. Ce qui indique véritablement qu'il y avait la prise de conscience d'une autre réalité, de quelque chose de supérieur à une simple une union patrimoniale de princes ou de vassaux. Oui, le royaume des Francs est devenu royaume de France et ça symbolise cette unité et entité. Les rois étaient très chrétiens. Il y a l'exemple de Charlemagne que vous avez donné. Les rois étaient chargés de la justice, en fait. Alors, ce qui a favorisé l'extension du pouvoir royal et l'imposition du pouvoir royal à des régions de plus en plus éloignées de l'Île-de-France, puisque si l'on veut bien dire, après le partage de Verdun, vous avez les trois entités, la Francie occidentale qui est la France, le royaume lotharingien qui partait depuis en gros la Hollande jusqu'à l'Italie, et vous avez la Francie orientale qui est devenue la Germanie. Bon. Et ensuite, avec les disputes de la décadence carolingienne, le royaume, la France est véritablement réapparue avec l'accession au pouvoir du Capet, qui n'était d'ailleurs pas arrivé au pouvoir d'une manière totalement incongrue, puisque c'était quand même le fils d'Hugues le Grand et le petit-fils de Robert le Fort, qui s'était déjà illustré en combattant les Vikings. C'était déjà une famille extrêmement importante. Mais à partir de ce petit centre qui était en gros l'Île-de-France, qui allait de Montlhéry à Senlis, eh bien, de par l'autorité que lui conférait le couronnement, de par la qualité du gouvernement qui était mené par les premiers Capétiens, qui ont eu en plus la chance de vivre à chaque fois très longtemps. Pour l'époque, c'était des règnes qui duraient 20 à 30 ans, voire 40 ans. Ont permis progressivement d'asseoir leur prestige, d'asseoir leur autorité, et surtout une qualité de gouvernement qu'il n'y avait pas nécessairement chez les vassaux. Le fait de devenir sujet du roi de France signifiait avoir accès à une justice équitable, à une paix intérieure, qui étaient des choses qui comme toujours, n'ont pas de prix. C'était ordonné au bien commun. En fait. Et c'était ordonné au bien commun. Il a su faire taire les guerres féodales, les luttes intestines qui pouvaient exister, et dont la population faisait les frais. Donc devenir sujet du roi de France, c'était donc une garantie de meilleures conditions d'existence. Et évidemment, avec le développement progressif du prestige de la France, il s'est créé, c'est comme lorsque vous avez un feu
vous avez le foyer qui brûle avec une telle ardeur qu'il consume tout ce qui vient autour de lui et il irradie de plus en plus autour de lui. Eh bien, les 40 rois qui ont fait la France, c'est bien ça. Et je suis convaincu que le dernier roi de France, d'ailleurs couronné à Reims, Charles X, si Charles X avait continué à régner, après la conquête de l'Algérie, il aurait su communiquer cette force à l'Algérie, ne serait-ce qu'à partir du foyer chrétien qu'il y avait à l'époque, puisque lorsque les troupes françaises de Maréchal de Gourmont ont débarqué, ils ont tout de suite vu les musulmans leur offrir les mosquées et se proposer à se convertir. Et c'est seulement après le renversement de Charles X et l'installation de la monarchie maçonnique de Louis-Philippe que l'on a interdit la conversion des musulmans, qu'on a mis en faction des soldats devant les mosquées, devant les églises. Et qu'on a fait des difficultés incroyables d'ailleurs aux premiers évêques qui ont été nommés, comme Monseigneur Dupuche. Donc ça pour la monarchie au XIXe siècle, malgré que la démocratie se soit un petit peu infiltrée dans... Voilà, il y avait encore ce foyer qui était là, malgré la césure et les cassures opérées par la Révolution de 1789-93. Comme toujours, on y revient. On y revient, mais c'est là la grosse césure de la France. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments de grandeur depuis 1789 et qu'il n'y a pas eu de grands hommes, mais seulement comment voulez-vous gouverner un pays lorsque vous avez la mise en place d'un système politique qui est contre nature et qui est contre même les fondements, même disons la tradition du pays. La tradition du pays, c'est-à-dire son code génétique. Le code génétique de la France, c'est un pays blanc et catholique. C'est ça, oui. Et alors du coup, avec au nord peut-être un peu plus germain celtique et au sud plus romain celtique. Plus romano-celtique, plus ibéro-celtique. Oui. Mais bon... Mais oui, c'est ce qui fait notre diversité française. D'ailleurs, si vous parcourez la France d'une région à une autre, maintenant ça disparaît. Et vous aviez les patois. Bon, d'un village à l'autre, insensiblement, on passait d'une langue à l'autre. Vous savez, c'est un peu comme ces couleurs de l'arc-en-ciel, et qui ne forment un seul ray de lumière, la lumière blanche. Belle image. Et donc, donc vous dites que la France a une réalité territoriale, religieuse, historique et culturelle, finalement. Et donc, je vais laisser Blandine poser la 4e question. Est-ce qu'on peut dire que la France incarne une unité qui est à défendre continuellement ? Effectivement, la France a une unité spirituelle, a une unité charnelle qui fait qu'elle transcende les différences des différents peuples, enfin, qui la composent. Oui. Vous avez parlé de féodalité d'ailleurs. On parlait de féodalité. Dans le temps, on parlait du roi de France, empereur en son royaume. Un empire, c'est quelque chose qui est constitué d'éléments divers et qui sont unis sous une même couronne. Sous un même chef. Eh bien, la France, c'est cela. La France, c'est cela. C'est un ensemble de régions, de peuples, parfois, disons, très différents les uns des autres. Si on prend les Bretons, si on prend les Basques, si on prend même les Provençaux... ceux qui sont proches des frontières d'autres pays. Ceux qui sont proches des frontières et qui sont en contact avec d'autres peuples. Ça accentue encore plus, oui. Ça accentue encore, effectivement. Eh bien là, vous avez finalement tous ces gens-là qui ont communié autour du roi de France et de la civilisation française qui était développée autour de Paris. Lorsque la langue française s'est imposée, bon, au début, par l'élite de Villers-Cotterêts, c'était pour unifier les textes administratifs, mais progressivement, les élites régionales et locales se sont mises à parler français, tout simplement parce que c'était la langue du pouvoir, mais aussi ça devenait une langue de prestige. Et en devenant une langue de prestige, elle développait un vocabulaire qui n'existait pas nécessairement dans les langues locales. Si vous prenez, et même aujourd'hui, toutes ces langues locales, on nous parle du breton. Le breton, il est unifié tel qu'il existe aujourd'hui. C'est une langue en grande partie artificielle, parce que vous avez 5 dialectes principaux bretons. Le breton est une langue très, très belle, très riche,
mais elle n'a pas le vocabulaire que peut avoir la langue française. Vous voyez, bon, et on n'y peut rien, c'est un déterminisme de l'histoire, c'est un déterminisme de l'histoire, c'est la langue française qui est notre langue de communication, qui est notre langue véhiculaire, et qui en même temps est la langue de la culture et de la science à travers l'histoire. Il a fallu attendre justement ce grand déclassement du 19e siècle pour que progressivement, toujours pareil, les choses se font en douceur, ne se font pas du jour au lendemain. Vous avez eu ce décrochement progressif du français et cette montée en puissance de l'anglais, notamment après 1918. Peut-être en grande partie à cause de Clémenceau, puisque Clémenceau, pendant les discussions du traité de Versailles, ne s'exprimait pas en français, mais s'exprimait en anglais. Oui, donc il a contribué à ça. Il a contribué, et ainsi de suite, voilà. Et alors aujourd'hui, on en est arrivé au 36e dessous avec la langue française, c'est que dans nos universités, on fait les cours en anglais, on n'ose plus parler français. Donc il y a tout un travail de régénération à faire, et croyez-moi, ce n'est pas perdu. Parce que lorsque vous voyez l'allemand du 19e siècle, qui était un français germanisé, il a su retrouver ses racines allemandes, sa langue allemande. Le russe de même, le russe est parvenu à retrouver une force importante. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, Solzhenitsyn a joué, et par ses écrits joue encore un rôle important aujourd'hui. Donc ce n'est pas un combat d'arrière. Oui, c'est central. Et puis, c'est central. Du temps de Saint-Louis, du coup, il y avait Languedoc, Languedoil, qui était un peu uniformisateur, et le latin, après, qui permettait de se comprendre celui de l'Église comme celui romain. Oui, le latin, mais au fur et à mesure, c'est le français quand même qui a supplanté. Je crois que le dernier pays dans lequel on a parlé le latin comme langue administrative, c'est la Hongrie. En Hongrie, jusqu'en 1918, le latin était une langue officielle. Ah oui, ça c'est amusant ça. Donc oui, la France, donc, pour répondre à la question, a incarné une unité qu'elle a unifiée des fois par des mariages ou alliances territoriales, le guerroiement, l'affirmation du pouvoir du domaine royal, etc. L'affirmation, oui, effectivement. Le recueil d'héritage et des mariages, notamment le mariage du fils de Saint-Louis, du frère de Saint-Louis, Alphonse de Poitiers, nous a permis de récupérer, disons, tout le comté de Toulouse et tout la France. Il y avait des unions habiles. Bon, il y a eu aussi alors là, ça a été beaucoup plus controversé. C'est l'union entre Anne de Bretagne et Charles VIII puis Louis XII, où là effectivement le traité d'union a été un petit peu forcé par les rois de France. Chose qui est toujours ressortie, notamment avec les révoltes des bonnets rouges en 1675-76, qui était d'ailleurs très durement réprimée. Et puis ensuite la chouannerie. La chouannerie est venue à partir du moment où les privilèges, en gros les lois locales de Bretagne ont été supprimées au moment du 4 août. Parce qu'au 4 août on a tout jeté. On a tout jeté, le bon, le mauvais, ce qui était suranné et puis ce qui pouvait encore être maintenu. Au point d'ailleurs que dans cette nuit de folie, ils avaient aboli tout, y compris tous les impôts. Et il n'y avait plus rien qui rentrait. Donc il a fallu provisoirement rétablir les anciens impôts en attendant d'en mettre en place de nouveaux. Enfin, on ne parlait plus d'impôts, on parlait de contributions. C'est beaucoup plus généreux. Aujourd'hui, nous payons tous des contributions. Mais seulement sous l'Ancien Régime, le Français accablé d'impôts payait peut-être le quart de ce qu'il gagnait en impôts. Aujourd'hui, en comptant toutes taxes confondues, on en est à 72-73%. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et la dîme de l'Église représente à peine 10%, oui. C'était pas... Non, et la dîme de l'Église était en gros la sécurité sociale de l'époque. Oui, puisqu'elle entretenait les hôpitaux, elle entretenait les écoles. Les églises aussi, et tout ça. Voilà. Oui. Donc, pour relativiser les choses, lorsque l'on parle de l'exploitation cléricale du paysan, c'est très caricatural. C'est des films de fiction qui font ça à Hollywood. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend dans l'histoire républicaine. Vous savez bien que la France a commencé en 1789. Bien sûr, oui.
C'est son acte de baptême. Oui, c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire d'ailleurs. Baptême républicain. Voilà, la France, d'un seul coup, est survenue en 1789. Rien n'existait auparavant. Rien n'existait auparavant. Il n'y avait pas Versailles. C'est la génération spontanée. Non, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Non, mais le pire, c'est que l'on fait gober ces mensonges, ces erreurs à des générations entières. Remarquez, et qui n'ont pas de formation historique. Qui n'ont pas de formation historique. Ça peut leur... Mais remarquez, aujourd'hui, on a tellement détruit l'enseignement que je ne pense pas que les jeunes générations apprennent que la France est née en 1789. Ils ne savent rien. Non, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. La France... on ne sait pas ce que c'est. Si, c'est une équipe de football. D'ailleurs, qui ne reflète pas quand même, du point de vue de la couleur, le fond de la population française. C'est une équipe de mercenaires, quoi. Ah oui, un peu, c'est vrai. Alors, pour asseoir leur pouvoir royal, comment les rois s'en donnaient-ils les moyens? Pour asseoir leur pouvoir royal, les rois, progressivement, ont envoyé des administrateurs. Alors, bon, j'ai parlé de la qualité du gouvernement. Ordonné au bien commun. Ordonné au bien commun, à commencer par la justice, mais il y a ensuite, après, ils ont commencé à envoyer des administrateurs, notamment les intendants. Les intendants étaient les envoyés du roi qui étaient là pour faire appliquer les décisions du gouvernement royal et d'imposer progressivement la loi du roi, tout en respectant quand même tous les particularismes locaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait un empilement de structures administratives, de réglementations et autres, et qu'il fallait remettre à plat un moment ou un autre. On parle de 1789, mais effectivement, il y avait une remise à plat qui était à faire. La seule chose, c'est que comme l'Ancien Régime a été incapable de le faire, c'en est d'autres qui s'en sont chargés à leur manière. C'est d'ailleurs l'enseignement qu'on doit retirer. C'est toute la force des mouvements révolutionnaires. Une petite poignée inaccessible au découragement qui, bien formée, au moment opportun, s'est transformée des révoltes en révolution. En profitant de cette monarchie qui était décadente, finalement. Et en profitant de cette monarchie qui était décadente, qui était assez bloquée. Le blocage de la royauté française, déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a tout un enchevêtrement de circonstances, disons, transcendantes qui nous dépassent en partie. Mais on voit bien qu'après déjà sous le règne de Louis XIV, la monarchie parfaite avait bien écrasé la noblesse, mais dès la mort de Louis XIV, le régent a rétabli les parlements dans leur droit en cassant le testament de Louis XIV. Enfin, en gros, c'était un échange de bons procédés entre les deux, entre le régent et les parlements. Progressivement, les parlements ont réinstallé leur pouvoir. Il y a toute une espèce de noblesse d'Europe qui s'est développée, qui progressivement, elle, a voulu rétablir des droits féodaux qui n'avaient plus lieu d'être. La société française s'est à l'époque progressivement bloquée. Il n'y avait plus d'ascenseur social, comme pour l'ascenseur social, l'ascenseur social ne fonctionnait plus, donc il y avait un blocage progressif. Sous le règne de Louis XV a quand même attendu 1770 pour taper du poing sur la table. Mais là encore, manque de chance, il est mort 4 ans après, il n'a pas eu le temps de mettre ses réformes en place. Louis XVI est arrivé, il était bien expérimenté, et bien inexpérimenté, si l'on peut dire, lorsqu'il est... Et effectivement, pour différents problèmes ou autres, il n'a pas su jouer son rôle de roi comme aurait pu jouer un Henri IV, par exemple. Bon, ce sont des circonstances historiques. Et effectivement, il y avait tout un blocage de la France qui s'est produit à l'époque. Et on peut même, sans vouloir forcer les choses, établir un parallèle avec la période actuelle. Vous avez de nouveau cet empilement de structures administratives, ce blocage de la société et une caste qui veut s'installer au détriment du fond de la population. Là, il arrive le même mal à cette République qui avait profité il y a 2 siècles Voilà. C'est bon à analyser ça. Voilà. La seule chose, c'est que là, ça avait mis 800 ans, là, ça a mis 2 siècles à peine. Oui, c'est ça. Oui, donc la monarchie un peu morte de ses contradictions internes. On peut le dire peut-être des régimes nationalistes du XXe siècle.
Oui. Aussi, sans doute. Aussi, oui. De dire qu'avant les problèmes judéo-maçonniques, sans doute un problème structurel interne. Il y a un problème structurel interne, oui. Dont les méchants en profitent, enfin les mauvais profitent toujours du, Quoique, des règlements. Si vous abordez ce problème des dernières monarchies qui existaient, comme l'Empire allemand ou l'Empire austro-hongrois, ils avaient une très grande vigueur et vivacité interne, parce que lorsque l'on regarde l'Empire austro-hongrois, la noblesse austro-hongroise jouait un rôle actif aussi bien dans la politique que dans l'économie et dans la représentation de leurs mandants. Ils ont toujours joué un rôle extrêmement important. Et l'ascenseur social existait sous le nombre d'annoblissements qui était fait par François-Joseph à la fin du 19e et au début du 20e siècle jusqu'en 14 est considérable. Pour l'Empire austro-hongrois. Ouais, pour l'Empire austro-hongrois. L'Empire austro-hongrois est mort pour d'autres raisons encore, parce qu'effectivement, les vainqueurs de 1789 ont profité de la guerre de 14 et de leur victoire pour mettre fin à ce royaume d'Europe centrale. Oui, on va d'ailleurs en parler dans le second sujet. On en parlera. Les républiques ont mené des guerres contre les monarchies européennes restantes, en fait, c'est un peu ça. Voilà, oui, mais de toute façon, vous avez 1789, comme je l'ai dit tout à l'heure, le foyer, c'est la France, et progressivement, ça a métastasé partout. Mais donc, il s'est étendu, oui, à travers les rois, même il y avait l'achat de comtés qui se faisait, enfin, diverses stratégies d'influence. Du temps de la période médiévale, oui, de la période médiévale, oui. On rachetait effectivement des comtés, on échangeait des territoires, il y avait les mariages, il y avait... en période de guerre ou autre, on apportait son aide à quelqu'un, mais après on s'implantait et puis on calmait le jeu d'une manière ou d'une autre. Voilà. Là, il reste encore 2 questions, vous avez en partie répondu, mais bon... Alors, quels sont les bienfaits que les rois de France ont pu apporter au royaume ? Effectivement, les bienfaits, on en a parlé, c'est l'ordre règne, la sécurité... L'ordre règne, la sécurité, la justice. Et l'équité aussi. Et l'équité. Et c'est justement, et c'est par cette stabilité que la France a pu devenir un foyer de civilisation majeur et que la population a pu même se développer d'une manière très, très importante. Au cours du 18e, 17e, 18e siècle. L'administration royale s'est faite de plus en plus affirmée, en fait. Oui. Même Saint-Louis était un roi assez judiciaire pour l'époque, finalement, de mettre en place, ou François Ier, la période de la Renaissance. Ah, mais progressivement, tous les rois ont instauré des rouages administratifs, des rouages judiciaires, qui non seulement asseyaient leur autorité, mais permettaient d'imposer progressivement un ordre et une équité judiciaire et sociale dans le pays. En respectant les coutumes locales, comme vous le disiez. Oui. Et également aussi, la chose qu'on peut ajouter, c'est la chrétienté qui permettait de limiter les rois au niveau de la morale. Et... La grande force du christianisme et de la monarchie de droit divin, c'est que le roi, effectivement, étant lieutenant de Dieu sur terre, donc étant, disons, son délégué, oui, c'est à lui qu'il a des comptes à rendre. Il avait des comptes à rendre à Dieu, et effectivement, il devait gérer, traiter et administrer son royaume dont il avait la charge, de telle manière qu'il ait à en rendre compte avec le moins de péché possible, si l'on veut dire, devant son Créateur. En plus, étant donné que le royaume était en gros son bien, et il se devait de le transmettre dans les meilleures conditions à son fils, à ses descendants, ce qui est tout à fait normal. Lorsque toute personne a un patrimoine, c'est forcé de l'agrandir pour le céder à ses successeurs, à ses descendants dans les meilleures conditions possibles. Les rois de France avaient toutes les conditions pour ce faire. Ils se sont toujours efforcés, en gros, de gérer leur royaume en bon père de famille. Notion qui a d'ailleurs disparu du droit ces dernières années. On n'en parle plus, la gestion de bon père de famille. Du bon père de famille, oui. Non, ça et pour cause. Mais oui, comme on disait, du coup, les Français sont un dans le roi, comme les chrétiens sont un dans le Christ. Quoi. Voilà.
C'était la conception de l'époque. Et aujourd'hui, à partir du moment où vous avez supprimé le christianisme, c'est-à-dire que vous avez substitué une religion, disons, inspirée naturelle, à une religion, à une vision rationaliste des choses, c'est-à-dire dans laquelle l'homme n'est plus un élément au sein de l'univers, avec des lois auxquelles il doit se conformer pour exister, mais qu'il se met au centre de l'univers, et que c'est lui qui régit l'ensemble de l'univers. D'ailleurs, on en a les derniers développements avec la théorie du genre, là, le fameux gender, là, où finalement on ne naît pas homme ou fille, mais on le devient si on veut, on fait tout ce qu'on veut. Bon, c'est cette dérive-là qui arrive à ces extrémités, quoi. Je pense pas que dans la folie on a encore tout vu. Ils ont beaucoup plus d'imagination que nous en ce domaine. Mais à partir du moment où vous mettez l'homme mesure de toute chose, à ce moment-là, plus rien ne vous arrête. Si vous êtes élu pour 5 ans et que vous n'avez pas de compte à rendre, parce que vous êtes irresponsable, puis à partir de ce moment-là, après moi le déluge. Tout ce qui compte au mieux, c'est me faire réélire au bout de 5 ans. Moi, les rois avaient un horizon du siècle, de plusieurs siècles, de l'éternité devant eux. Aujourd'hui, nos gouvernants ont pour éternité le prochain mandat et puis peut-être même leur escarcelle personnelle. Donc vous ne pouvez pas gouverner dans ces conditions-là. Et puis il n'y a plus de responsabilité dans le pouvoir. Il n'y a plus de responsabilité. D'ailleurs, une des premières mesures de la Révolution de 89, ça a été de supprimer le mandat impératif. Au moment des États généraux, les délégués étaient tenus, les délégués aux États généraux, donc les députés aux États généraux, étaient tenus de manière impérative par les cahiers de doléances dont ils se faisaient, si on veut dire, les interprètes. Donc ils dépendaient, ils devaient rendre compte à leur mandant, c'est-à-dire au bailliage dans lesquels ils avaient été élus. Une des premières décisions des États généraux, ça a été de dire tout mandat impératif est nul. Autrement dit, on se dégage de toute référence vis-à-vis de la population. Donc on a mis en place un régime d'abstraction, un régime politique d'abstraction à la place d'un régime de liberté concrète et d'administration et de politique concrète. Alors pour revenir à une autre thématique, il me semble que vous dites que l'étatisme de Louis XIV a pu mener au jacobinisme finalement. C'est en raccourcissant là. Oui, les rois de France ont de tout temps, et ce qui est normal dans tout État uni, être assez centralisateur, c'est d'être assez centralisateur et d'unifier progressivement le pays. De ce point de vue-là, les révolutionnaires, les jacobins, ont accompli, si on veut dire, un processus qui était en marche depuis très longtemps. Qui est en marche depuis très longtemps. Parce que, bon, on critique la révolution de 89 par les idées qui ont été mises en place par ceux qui l'ont dirigée. Mais si on la place dans une longue tendance historique de la France, les mesures qui ont été prises, finalement, ne font que suivre ce qui était déjà en gestation et qui était en germe sous l'Ancien Régime. Il y a une continuité. Donc c'est pour ça, quand on accuse un peu... Enfin, ça va être certains royalistes assez classiques qui peuvent accuser le nationalisme de ce genre de choses. De dire finalement vous êtes jacobin, vous êtes révolutionnaire et tout ça. Non, en fait finalement c'est une suite logique. C'est une suite logique. De même que le régime de l'État français en 1940 s'inscrit dans une volonté de réforme inaboutie au cours de toute la gabegie de la Troisième République dans les années 30 et qui est arrivée au bout. Et de même le programme du CNR s'inscrit dans le même spectre. Ils ont récupéré un peu, quoi. Et voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc il faut bien distinguer, les hommes qui mettent les choses en place et qui impriment leur marque, bonne ou mauvaise, avec telle idée, telle conception des choses, et en même temps le mouvement de fond de la société, de la vie de la société, qui impose par d'autre côté ses réalités aux gouvernants. Oui. D'ailleurs, en ça, je crois que souvent les gaulo-bonapartistes disent qu'ils reprennent un peu de Richelieu, finalement. Le niveau
niveau de puissance étatique ou des choses comme Puissance ça. étatique, oui. Donc en ça, on peut dire qu'ils ne se trompent pas, même si nous ne sommes certainement pas gaullistes. Non, non. Et le gaullisme est quelque chose de très particulier. Il y a quelques bonnes choses et il y a beaucoup de mauvaises, mais ça tient surtout au personnage, qui est un personnage quand même, il faut le dire, un personnage de parjure, de mensonge. Bon, le personnage est très controversé, mais on sait suffisamment de choses. Bon, je ne pense pas qu'on va faire une émission sur le gaullisme aujourd'hui, mais d'un autre côté, il y avait une certaine vision de grandeur de la France. De Gaulle, lorsqu'il veut créer une industrie informatique indépendante en France, on ne va pas dire que c'est mauvais. Oui, pour ça, oui. Mais là, il a été cassé, parce qu'on peut appeler l'état profond, par la haute administration, qui elle-même avait été formée dans des business schools américaines ou autres. Là, il a été trahi. De même que lorsqu'il a voulu restaurer la grandeur de la France dans les années 66-67, dans ces années-là, il a été cassé. Le fameux discours du Québec libre ou le discours de Phnom Penh avait horrifié toute la classe politique française. Alors effectivement, au milieu de nains, même un personnage comme De Gaulle apparaît un géant. Oui, c'est pour ça que certains s'y attachent un peu, quoi. Du coup, il a un peu lutté contre les conséquences du mondialisme plus que la cause, en s'opposant à l'OTAN et des petites choses comme ça. Bien sûr, de toute façon, à partir du moment où il a voulu rétablir le régime républicain, c'est ça qu'on le le verre était dans le fruit. De toute façon, tout ce qu'il pouvait faire, c'était un terrain glissant. Il a ramené, oui, les droits de l'homme, la franc-maçonnerie, tout ça avec lui, de toute façon, c'est ça. Alors, effectivement. Et pas que d'ailleurs. Vous parlez de Richelieu. Richelieu, effectivement, c'est un des plus grands hommes d'État qu'on ait jamais eu, parce qu'il avait le sens de l'État, il avait le sens du service de la France, et en même temps un certain pragmatisme qui disait que d'une manière ou d'une autre, il agissait en sorte de jouer pour l'intérêt du pays. On lui reprochait d'avoir un peu bloqué la seigneurie, mais Abel Bonnard réagissait en disant que c'est qu'elle ne valait plus grand-chose, donc il fallait rattraper le coup. D'ailleurs, il s'est passé une chose extrêmement importante à l'époque du règne de Louis XIII et de Richelieu, et même au moment de la Fronde d'ailleurs, ça a été le moment où il y a eu la réaction des féodaux, notamment soutenu par quelqu'un comme Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, qui lui a survécu d'ailleurs très longtemps, et même auparavant avec Marie de Médicis, la mère de Louis XIII, qui eux voulaient mettre en place, c'était à peu près le même type de lutte qu'il y avait en Angleterre entre les nobles et le roi d'Angleterre. En Angleterre, le roi a perdu, en France, le roi a gagné. Alors ça a eu d'autres effets, c'est-à-dire que cet élément, disons, d'articulation entre la population, le pouvoir d'en bas et le pouvoir d'en haut a été cassé. Parce que le roi a brisé une noblesse qui, effectivement, ne remplissait déjà plus son rôle. C'est ça, oui. Mais à partir de là, ce sont les parlements qui se sont arrogés, la fonction de représenter la population, alors qu'ils ne représentaient qu'eux-mêmes. Les parlementaires, les fameux parlements ne représentaient pas le peuple, ils ne représentaient qu'eux-mêmes. C'est une vaste fumisterie. Une monarchie parlementaire qui commençait à s'infiltrer comme en Angleterre. Mais voilà, oui, c'était une caste qui voulait participer au pouvoir et en retirer des fruits. Et sous Louis XV, oui, du coup, il en a fait les frais, comme vous en avez parlé. Oui. Voilà, Louis XV les a exilés, il aurait peut-être dû en faire un peu plus. Mais d'un autre côté, le problème de Louis XV, c'est qu'il a cassé les parlements, mais il n'a pas mis nécessairement en place une organisation capable de se substituer à ces cours de justice qui avaient quand même le rôle et qui jouaient un rôle dans l'administration du pays. Vous voyez, le phénomène est très compliqué. Le phénomène est très... il a un peu détruit ce qu'il fallait détruire, mais il n'a pas su construire. Oui, c'est ça. Et voilà. Et d'ailleurs, quand Louis XVI a rappelé les parlements en 1774-75, c'est tout simplement parce qu'il y avait des dysfonctionnements graves. Et alors effectivement, mal conseillé, pas encore en place, parce qu'en plus il n'avait pas été formé pour être roi, c'est pas lui qui aurait dû être roi. Eh bien, il a commis de funestes erreurs. Il a commis de funestes erreurs. Peut-être que de l'autre côté, c'était un personnage qui n'était pas assez déterminé. En 1789, en plus, au moment des États généraux, tout à sa douleur de père d'avoir perdu son fils aîné, il a laissé pendant 3 semaines cruciales le pouvoir quasiment vacant.
Il était en pleine dépression. Quand il a commencé à réagir, il était trop tard. Il était trop tard. En 1792, au moment du dissout, bon, on ne refait pas l'histoire, mais ça montre des types de caractère. Je suis persuadé qu'il serait monté à cheval à la tête de ces gardes suisses et il aurait passé à travers les troupes de Pétion, personne ne l'aurait arrêté, il aurait pu très bien reprendre la lutte en province. Henri IV l'aurait vraisemblablement fait. Il n'avait plus la volonté. Non, mais ça correspondait. Disons, c'était déjà un roi administrateur, si l'on peut dire. C'était déjà un roi administrateur. Autant que je me souvienne, il ne portait quasiment jamais l'épée, il n'a pas participé à des guerres. Louis XV a participé à des guerres, Louis XIV aussi. Il y a le fameux tableau de la traversée du Rhin, là, au moment des guerres de Hollande. Bon. C'est avec le maréchal Turenne. De Turenne, c'est ça. Turenne, oui. Auvergnat, je crois. Oui, ce magnifique tableau, oui, Turenne. Voilà, donc... Oui, un peu de libre expression, là d'ailleurs, on a traité plus longuement du sujet. Mais on ne refait pas l'histoire. Mais la seule chose, puisqu'il faut être concret, aujourd'hui, eh bien, ce sont simplement les Français non reniés qui doivent se structurer, s'organiser et constituer cette minorité révolutionnaire inaccessible au découragement, prête à redresser la France, à créer l'outil qui nous permettra, le jour où des événements totalement imprévus, imprévisibles et on ne sait pas quand se produiront, de transformer cette occasion historique unique en nouvelle aube de la France. Il faut constituer l'outil, et si personne ne se lance là-dedans, il n'arrivera à rien. Mais on voit très bien les réactions. Il y a les tréfonds de la France qui bougent. Il y a les tréfonds de la France qui bougent. Je vous ferai même une remarque, même si c'est un petit peu hors sujet. J'étais dernièrement dans la Nièvre et je discutais avec des amis paysans, agriculteurs, sans formation politique, sans s'intéresser particulièrement à toutes les arcanes du pouvoir. Ils me disaient, mais nous sommes trahis. Alors ils me disaient, plusieurs, nous ne voterons pas pour Sarkozy s'il se présente ou un Juppé quelconque, on ne votera pas encore moins pour Hollande, on ne votera pas pour le Front National, ou alors, mais on n'en attend rien, parce que finalement, elle ne cherche qu'à complaire aux gens en place. Si on se déplace pour voter, ça ne sera jamais sans conviction, ça sera sans aucune adhésion au pouvoir en place. Pour nous sommes trahis. Et le pouvoir d'ailleurs n'est plus en France, il est à Bruxelles, et il est même dans les banques anglo-saxonnes. Alors j'ajoutais oui, et puis peut-être aussi un petit peu dans les loges et dans les synagogues. Ils disent, ah mais ça on n'osait pas le dire, et dit mais oui, effectivement. Donc vous voyez qu'au fond, le peuple n'est pas dupe, mais seulement il n'ose pas penser, parce qu'il ne sait pas que nous existons. Non, ils n'ont pas trouvé les structures. Ils n'ont pas encore trouvé les structures. Mais je suis convaincu que les nationalistes sont une semence. Et lorsque la pluie viendra, vous verrez la semence se lever et le blé pousser. On va terminer sur ces belles paroles alors. Et éviter la dernière question, à la limite, on reviendra un peu sur Bouvines, mais bon. Alors oui, existait-il un sentiment national durant la période médiévale ? Sentiment national durant la période médiévale, oui, effectivement. Alors le sentiment national, effectivement, il y a progressivement une idée d'appartenir à quelque chose de particulier, à l'entité France, Franciae, qui s'est manifestée effectivement au moment de Bouvines. Alors, déjà, comme je le disais, en 1204, le fait que le roi de France, le roi des Francs devienne le roi de France, marque déjà le passage d'un conglomérat de population à une entité nationale, une entité spirituelle beaucoup plus grande, véritablement constituée. Et au moment de Bouvines, le sentiment national a véritablement existé, c'est la première manifestation. Mais vous en avez d'autres manifestations, ne serait-ce qu'avec Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, si ce n'est pas l'incarnation du sentiment national français dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, où se trouve-t-il ?
Bon, et après, évidemment, avec le temps, il s'est développé, mais quand même, la guerre de 100 ans, c'est bien la volonté de la France de refuser de passer sous le joug d'un prince étranger, même si par certains côtés il descend aussi des Capétiens. Mais bon, c'est de refuser cette chose-là. Bon, et puis après, le sentiment français s'est affirmé tout au long du XVIe, du XVIIe siècle. Et la Révolution française, avec ce sentiment patriotique, là encore, la patrie en danger et autres, a mélangé la défense de la France aux idées révolutionnaires, mais les gens, ils se sont battus en grande partie pour défendre, essentiellement pour défendre le territoire de la France. On retrouve d'ailleurs la même chose en 1941 en Russie, vous retrouvez la même chose. Les Russes n'ont pas pris les armes pour se battre pour défendre Staline, ils se sont battus pour défendre la terre russe, Oskar Himmler, la terre-mère. Bon, voilà, et c'est ce que l'on a chez nous. Donc le sentiment national français, existe réellement au Moyen-Âge, et il grossit, il s'amplifie, il se nourrit, il devient conscient à lui-même, le peuple français devient conscient à lui-même d'être français, à travers le fait d'être sujet du roi de France. Et puisque vous avez parlé de Jeanne d'Arc et que le défilé de la fête nationale arrive, on peut inviter les gens effectivement Oui, effectivement, à se rassembler place de la Madeleine à 10h30 pour le défilé qui nous conduira de rue de Rivoli jusqu'à la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides, rue des Pyramides. Ouais, à Paris. À Paris. Et je pourrais même ajouter une chose, il y a des petits signes comme ça, mais je pense qu'il faut faire attention aussi. Dernièrement, l'anneau de Jeanne d'Arc est revenu en France, alors qu'il avait quitté la France depuis 1430, depuis que Jeanne d'Arc avait été faite prisonnière à Compiègne. Bien, faut y voir peut-être le commencement de quelque chose. Un petit signe annonciateur. Merci, M. Grandillon, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci Blandine, merci Florian. Dans les prochains entretiens, nous avons préparé d'autres sujets comme islamisation et complicité du régime, crise de l'agriculture, alternative à la crise financière mondiale, remède au virus du libéralisme, les illusions patriotiques du populisme et du souverainisme, etc. etc. Pensez à vous abonner à la revue. La revue, vous pouvez y trouver des sujets généraux comme l'économie, finances, sociale, histoire, doctrine, géopolitique et actualité, etc. Et je rappelle alors, militant, boîte postale 154, 75 463, Paris, CEDEX 10, et sur internet, revue-militant.fr. Alors vous pouvez demander des exemplaires de démonstration. L'abonnement est de 59 € à l'année pour une revue qui paraît 11 fois, qui fait 16 pages. Voilà. En couleur. Donc merci à vous, M. Grandillon, et à une prochaine. Merci, à bientôt.